Alors, en fait, j'aurais deux questions à vous poser. Alors, vous avez évoqué, plutôt vers la fin, la notion de postmodernité en lien avec Kafka. Est-ce que vous pourriez un tout petit peu développer, et j'aimerais savoir comment vous la relieriez aux réflexions sur le storytelling, sur vos réflexions sur le storytelling. Ce serait ma première question. Et la deuxième, c'est au sujet de ce que vous disiez au sujet de Deleuze, se référant à Bergson, au sujet de la politisation de la littérature. Il faut politiser la littérature. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que finalement c'est une aspiration qui est très occidentalo-centrée, étant donné que finalement d'autres types de littérature, comme la littérature postcoloniale entre autres, sont déjà politisées, et que finalement ce débat n'est pas très occidentalo-centré, voire eurocentré. Voilà. La première question, le postmoderne et storytelling, c'est ça ? Non, elle est. Je commence par la seconde de vos questions. Elle est très eurocentrée, forcément, puisque Deleuze, quand il parle de la fonction fabulatrice, là j'étais très rapide, mais en fait il parle du cinéma postcolonial, de la perception, et je faisais allusion en ce qui concerne la littérature de langue anglaise s'est développée à partir de la littérature postcoloniale, etc. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Je dirais même que ce n'est pas eurocentré. C'est au fond la leçon des littératures postcoloniales à notre littérature qui a tendance à se rabattre sur son nombril et nous raconter des histoires minimalistes et des subjectivités égarées. Hein. C'est-à-dire que j'ai une amie justement qui me racontait, une cinéaste qui est professeure à la FEMIS et qui me disait qu'elle est prof de scénario, où elle amenait ses étudiants à la gare du Nord. Vous allez la reconnaître, c'est elle qui a fait le film La gare du Nord. Elle me disait, il était effaré parce que les étudiants, ils se mettent dans un coin, dans un bistrot, et ils commencent à inventer une histoire avec leurs copines, des histoires d'amour, de nombril, de je sais pas quoi, alors qu'ils sont dans un carrefour mondial où il y a toutes sortes d'histoires qui se télescopent, etc. Donc ça, là, je suis d'accord avec vous sur le caractère non pas eurocentré, mais germano-pratin de la littérature française. Et j'ai oublié d'ailleurs de parler de Rosan Vallon parce que justement c'est l'initiative du Parlement des Invisibles avec cette sorte d'injonction au récit qui est de solliciter auprès d'ouvriers ou de gens de venir raconter leur vie comme si c'était si simple, hein, comme si il suffisait de raconter sa vie pour sortir justement de cette sidération dans laquelle on est. Quant à la première question postmoderne, moi j'aime pas trop c'est un glissement, j'aime pas trop le terme de postmoderne parce que si on entend par là Lyotard, j'ai complètement oublié de le citer parce que quand on parlait de l'impasse narrative, c'est évidemment la situation de l'impasse narrative. Je pensais à Lyotard et à la condition postmoderne, c'est-à-dire la fin des grands récits. Et d'ailleurs, il y a des choses que j'ai redécouvertes après avoir écrit Storytelling dans la condition postmoderne, en la relisant, Lyotard avait tout à fait l'intuition de cet effondrement des grands récits, mais qui serait substitué par cette sorte d'inflation narrative de micro-récits, de petites histoires, etc. Donc ça, c'est le... Mais si vous voulez, pourquoi j'aime pas parce que le postmoderne, c'est une sorte d'état des lieux. Quand on parle de désorientation, quand on parle de crise du chronotope narratif, bon, ok, on est dans le postmoderne, donc on est dans le mixage des décennies, le mixage des références. J'ai eu un débat un jour avec Maffezoli, on tourne en rond. Ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre, au-delà de ce constat postmoderne, parce qu'il y a 50 définitions du postmodernisme, donc je vous les épargne, c'est plutôt d'essayer de voir comment se tricote un nouveau sujet néolibéral, une nouvelle conception de la politique, une sorte d'orthodoxie du discours narratif qui s'impose à tous,
à travers ces 4 révolutions enchevêtrées. Moi, mes références, ce n'est pas les postmodernes, c'est beaucoup plus Foucault, Deleuze, qui aident beaucoup plus, Foucault notamment, qui aide beaucoup plus à penser ce genre de situation. Par exemple, j'ai oublié ça aussi, hein. Quand on parle du storytelling management, il faut relire Surveiller et punir. Il y a 2 éléments dans Surveiller et punir de Foucault. Il parle du pouvoir d'écriture. Le pouvoir d'écriture, dans la naissance de la société disciplinaire, c'est l'apparition des greffes, c'est l'apparition des registres, des entrées et sorties, c'est l'apparition du livret ouvrier. C'est-à-dire, il décrit très bien ça comme une sorte de filet qui est posé sur les existences pour les contrôler. Mais il parle de pouvoir d'écriture. Alors que quand il parle du panoptique, il fait référence à... j'ai un trou, l'auteur du Panopticon, Bentham, et que Bentham parle des fictions du pouvoir. Donc, mais il se rattrape, si j'ose dire, dans la volonté de savoir, qui est le premier tome de l'histoire de la sexualité, où il y a cette chose étonnante, incroyable, que je trouve remarquable, moi, c'est le renversement du modèle de la censure, qui a joué un rôle pour moi très important dans l'abandon justement de la résistance contre la censure caricaturale des orthodoxies, des religions, etc., qui a joué un rôle aussi dans l'abandon du Parlement des écrivains, parce qu'à un moment donné, c'est facile de se battre contre certains mots-là ou certaines orthodoxies, alors que la véritable censure est en train d'emprunter un autre chemin, qui est celui de l'injonction au récit. Puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la volonté de savoir, Foucault dit peut-être que la censure n'est pas dans l'interdiction du récit, mais au contraire, dans l'injonction au récit, à travers la confession. Il s'intéresse à la manière dont la société disciplinaire veut faire avouer les individus, veut faire tout dire de leur vie sexuelle, de leurs aventures, etc. Et je trouve que cette formule de l'injonction au récit, elle s'est généralisée. Elle ne concerne plus seulement la vie sexuelle. Mais j'ai parlé à propos de l'explosion des blogs, d'autoblographie. Hein. C'est-à-dire que les formats même qui sont proposés, les timelines, 80%, j'ai lu ça récemment, des blogs qui sont créés sont des blogs narratifs. Puis vous avez vu les selfies qui sont des sortes de cinématographie de sa propre intimité, de projection de soi comme personnage à l'extérieur dans le networking. Enfin, il y a tout ça. Ces injonctions au récit, je crois que c'est la chose qui peut le plus arraisonner cette fonction fabulatrice, qui justement a besoin de silence, a besoin d'impuissance pour entrer dans les devenirs. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos 2 questions, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ma question porterait sur votre position dans cette histoire, qui est compliquée parce que vous avez contribué énormément à la popularisation de cette notion en France. Et donc, de même que la femme zambienne a un petit rôle dans le changement du knowledge management au storytelling, vous êtes dans la position où vous en parlez pour le déconstruire et en même temps, vous en assurez du coup vous assurez une attention plus grande pour ce thème. J'ai vu récemment le Loup de Wall Street de Scorsese et je me disais en sortant que, à travers les excès de la finance et à travers l'outrance, ça allait sans doute susciter beaucoup de vocations de trader. Et de la même manière, on pourrait se demander si la déconstruction du storytelling n'est pas ce qui excite le plus en fait les storytellers et à quel moment Publicis va vous appeler pour que vous ayez une fonction de conseil. Et donc, j'imagine bien que vous avez mis en place un certain nombre de dispositifs pour appréhender les pièges de cette position de discours et puis continuer votre chemin, mais j'aimerais que vous en parliez un petit peu. Ça, vous savez, ce sont les paradoxes de la réception. Hein. On n'y peut rien. Hein. Vous écrivez un livre. En tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que le livre Storytelling
est un livre de combat. Il faut être aveugle ou sourd pour ne pas s'en être rendu compte. Ce qui s'est passé, c'est que, d'ailleurs, je termine le livre en citant Lars von Trier, son manifeste dans lequel il dit « L'ennemi, c'est l'histoire », et j'appelle à une contre-narration en citant justement la phrase de Foucault « Il faut entendre le grondement de la bataille ». C'est-à-dire que derrière ces schémas, ces stratégies, etc., il y a une bataille qui se joue. Et le livre que je suis en train d'écrire, justement, va porter là-dessus, sur le fait que le storytelling, ce n'est pas seulement une stratégie de manipulation, c'est aussi un dispositif, au sens de Foucault, dans lequel s'affrontent des narrations, des contre-narrations. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une sorte de bataille, de guerre des récits. J'ai entrepris une correspondance avec une militante égyptienne qui appartient à un collectif d'artistes, d'écrivains, de journalistes, qui s'appelle Mozirin, c'est-à-dire déterminés. Leur travail, ils appellent ça, on est dans la guerre des récits. C'est-à-dire qu'il y a le récit occidental, la révolution 2.0, alors qu'il y a très peu de gens connectés. Twitter a joué un rôle, certes, au début de la Révolution, mais ce n'est pas là que tout se joue. Par contre, la radio est partout. Bon, il y a le récit des islamistes, il y a le récit des militaires, etc. Quant à ce que vous dites, je répondrai de deux manières. Vous savez, les idées, quand elles ont du succès, moi, au début, j'étais assez déprimé par le succès du livre, en vérité, parce que plus elle s'étend, plus ça se dilue, plus ça devient n'importe quoi. Et donc vous dites, bon, j'ai quand même passé 2 ans à travailler sur ce livre pour que ça finisse par alimenter une sorte de vulgate. Voilà. On peut en tirer plusieurs conclusions. La première, c'est que la France est un pays complètement coupé du monde, autiste, qui ne communique pas. Parce que ce que j'ai fait, moi, je n'étais pas un spécialiste du management, du marketing, ni de la communication politique. Lorsque j'ai publié mon livre, il y avait 2 occurrences dans le domaine français sur Internet du mot storytelling, et maintenant il y en a des millions. Des agences de pub se sont créées, des formateurs en storytelling se sont multipliés, pas seulement en France, en Espagne, en Italie, puisque le livre a été traduit aussi. Mais c'est un peu malgré moi. C'est simplement, il y avait une sorte de digue, de méconnaissance, et le livre a... parce que je tenais beaucoup dans le livre aussi à détailler ces usages-là. Sinon, j'aurais écrit un manifeste de 35 pages. Détailler ces usages du récit, montrer comment ils s'articulent, leur généalogie, comment ils se sont développés, leurs paradoxes, leurs contradictions, etc. Mais ce n'est pas ma faute si le livre a eu du succès, c'est au fond un constat de clôture à la fois de l'intelligentsia, parce que vous savez, par exemple, 15 jours après que le livre soit sorti, Eric Fotorino me téléphone, j'ai lu le livre, c'est formidable, est-ce que vous pouvez venir en parler au 6e étage de la rédaction du Monde, à tous les directeurs du groupe Le Monde. Alors je lui dis, mais Eric, écoutez, quand même, vous avez plein de journalistes qui ont été correspondants aux États-Unis, dont un certain Frachon qui a été 8 ans à Washington. Comment vous découvrez ça? Eh bien oui, découvrez ça. Donc il y a une sorte de... on pourrait faire le diagnostic aussi de cette situation. Pourquoi les élites françaises sont aussi eurocentrées, franco-centrées, aussi paresseuses, aussi cantonnées à des polémiques stériles. Pourquoi, par exemple, sur cette histoire de la vie privée, on a quelque chose qui s'est passé. Il y a Sarkozy-Carla, Hollande, Valéry, etc. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans la cérémonie cannibale. C'est-à-dire que l'un mettait en scène sa vie publique, l'autre est rétif à la mettre en scène. Le résultat est le même. Est-ce que ça veut dire que les journalistes sont coupables? Non plus. Ce ne sont pas les hommes politiques, ce ne sont pas les journalistes. C'est un effet de système. C'est une bulle. Dans la mesure où vous avez accepté
pour Hollande, par exemple, de se présenter comme l'homme normal. Excusez-moi, l'homme normal, c'est pas un programme politique quand même, que l'on sache. Sarkozy, j'ai changé, c'est pas un programme politique. Donc évidemment, toute l'attention est captée par ces données biographiques, et il y a une sorte d'effet de système, d'enroulement. Donc moi, ce que je fais chaque fois qu'on m'interviewe et chaque fois qu'on me demande mon avis, c'est de dire il faut repenser ce système-là. D'abord, la Ve République, la verticalité, il faut trouver des mécanismes de délibération plus horizontales, il faut passer à la VIe République. Mais je constate que vous avez raison en ce sens-là, le livre est devenu, est resté pour le moment, un manuel d'apprentissage de ces techniques que je dénonçais. Ça rend modeste. Est-ce que si je dis que pour vous, dans la fonction fabulatrice, il y va de la possibilité d'exprimer le désarroi subjectif et historique, je dis une bêtise? Excusez-moi, j'ai pas compris. Si je non, vous j'ai ai pas entendu, pardon. Si je vous ai bien compris, dans la fonction fabulatrice, il y aurait de la capacité à exprimer le désarroi aussi bien subjectif qu'historique, ce que tend à recouvrir le storytelling en apparence. Oui, absolument. Absolument. C'est-à-dire que la fonction fabulatrice selon Bergson ou l'usage, enfin la déclinaison qu'en fait Deleuze, c'est justement le... Mais on pourrait, si vous voulez, pour simplifier au maximum, parce qu'il est tard, je dirais que ce qui se passe dans la fonction fabulatrice, c'est ce qui se passe dans une analyse. C'est-à-dire, dans une analyse, vous n'allez pas résoudre vos problèmes sur le mode enchaînement sensorimoteur. J'ai tel problème dans le travail, comment je dois me comporter pour gagner la bataille ou obtenir une augmentation. Hein. C'est une approche, c'est pour ça que je disais la fonction fabulatrice, on pourrait l'analyser en termes freudiens. C'est-à-dire que c'est une sorte de recomposition des images et des sons, des souvenirs, des émotions et aussi des raisons dans un autre agencement qui n'est pas l'enchaînement sensorimoteur, qui est un message, si vous voulez, mais Deleuze parle d'image sonore et visuelle pure. Hein, c'est-à-dire, c'est la différence entre, là je vais me faire plaisir en citant mon ami Édouard Glissant, c'est la différence qui fait aussi référence à Deleuze. L'enchaînement sensorimoteur, c'est l'image de l'identité unique, c'est l'image de l'arbre. La fonction fabulatrice, elle est du côté du rhizome. Hein, c'est-à-dire qu'elle se recompose de manière extrêmement, mais pas de manière finalisée. Je n'ai pas tout dit, mais je pourrais vous citer des exemples de ces fictions du pouvoir, de la manière, de cette obsession non seulement de la captation des attentions, mais du contrôle des cerveaux. En deux mots, pour vous faire le lien avec la tension narrative, il y a actuellement à l'Université de New York des recherches qui sont menées où, dans une enceinte comme celle-là, on projette des séquences de films de Hitchcock à des individus, des spectateurs qui sont sous électrode, et on observe la manière dont, dans les séquences de suspense, telle ou telle région du cerveau est mobilisée. Et pourquoi plusieurs personnes? Parce qu'on suppose, on subodore qu'il y a des effets de contagion de cette tension narrative au niveau de collectif. Ces recherches sont faites dans deux directions. L'une, c'est Hollywood, qui est en train de repenser complètement ils ont créé le Centre pour le storytelling du futur, c'est-à-dire en gros, il y a même un article du New York Times que je voulais citer qui dit Shakespeare, Homer, Spielberg, c'est fini. Maintenant, on va être sur des formats narratifs complètement différents.
Donc c'est Hollywood qui travaille beaucoup là-dessus, mais c'est surtout Neurofocus, une agence de neuromarketing. C'est-à-dire qu'on se sert de la manière dont le suspense hitchcockien mobilise les zones du cerveau pour essayer de copier ces modèles-là et au niveau des messages publicitaires, etc. Donc on a cette obsession et vous savez qu'Obama a déclenché de grands investissements sur les neurosciences. C'est le modèle, sans parler de la NSA et de sa surveillance, c'est-à-dire que du contrôle de la tension narrative jusqu'à la surveillance des effets, on a des expériences de laboratoire au niveau mondial qui sont en train de se constituer et qui n'ont d'autre objet que le profilage des individus. Mais qui dit profilage, vous voyez, profilage, vous prenez une scolarisation, le fait que vous êtes né là, de parents de telle ou telle nationalité, que vous avez suivi vos... Bon, bref. Quand on dit profilage, le profilage, c'est le modèle narratif. C'est comment on construit, à partir de fragments existentiels, biographiques, une narration. Et c'est comme ça que ces fous-là s'imaginent pouvoir détecter les futurs délinquants dès l'âge de la crèche, quoi. Hein, c'est cette obsession du modèle narratif et c'est ça qui est aujourd'hui le danger numéro un. Parce qu'au fond, ça aussi Deleuze dans l'image-temps, parce que vous voyez, ce que je craignais dans ce débat littérature storytelling, c'est qu'il y a une réponse simple. Il y a le bon récit et le mauvais récit. C'est les communicants, ils me répondent toujours comme ça. C'est comme le... non, si le storytelling dit vrai, ne raconte pas des mensonges, c'est bon, c'est du récit. Mais non, l'opposition, c'est pas entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est pas comme le cholestérol, pas comme ça. Donc on va pas faire, vous savez, une discrimination entre la haute littérature et le bas storytelling, non plus. C'est pas ça. La question, c'est précisément d'ailleurs, Deleuze le dit explicitement. Il dit, je ne vais pas dire que Hitchcock c'est mauvais par ses applications ou les copistes de peu de talent. Il dit même, il met dans le même sac Hollywood, le cinéma nazi et Eisenstein. C'est-à-dire que moi je trouve ça très intéressant parce que par exemple Silberberg reproche à Hitler, c'est l'expression est extraordinaire, c'est d'avoir volé l'irrationnel allemand. Voilà ce qui est en jeu aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la captation de l'irrationnel, le contrôle de l'irrationnel qui est en jeu. Vous voyez bien que c'est un enjeu qui dépasse quand même le bon goût, les amateurs et les universitaires. C'est un enjeu vraiment un enjeu politique au sens le plus haut et le plus large. C'est ce que mes collègues narratologues ne comprennent pas. Eux, ils sont très contents qu'il y ait du storytelling. Ça veut dire que l'objet de connaissance connaît un grand succès et donc ils peuvent continuer à appliquer les schémas actentiels, le Greimas, sans se demander à quoi ça sert. Eh bien, ça sert à ça. Ça sert à contrôler, à conduire les conduites, ce que disent, selon les mots de Foucault. Une chose aussi que j'ai oubliée pour définir le storytelling management, les théoriciens du storytelling management ont une expression formidable. Ils disent le storytelling management, ça permet de tracer des expériences. On voit bien que la littérature ne poursuit pas ces objectifs-là. Dans la littérature, depuis les sagas les plus anciennes jusqu'aux romans les plus postmodernes, le récit suit l'expérience. C'est Don DeLillo qui disait il faut 30 ans pour écrire sur le 11 septembre. Il a mis moins de temps finalement, mais il a mis du temps quand même. Pour écrire sur l'assassinat de Kennedy dans son roman Libra, il a mis un certain nombre d'années aussi. C'est-à-dire que c'est ça qu'on oublie, ce sont des choses simples. Les sociétés se sont mises, la fonction fabulatrice, elle a aussi eu pour fonction de transmettre les leçons de l'expérience. Et là, on croise Walter Benjamin, qui est celui qui a le mieux parlé de ça. C'est-à-dire que la fonction du récit, c'est, dans des sociétés qui n'ont pas l'écriture, qui n'ont pas les moyens d'enregistrement, eh bien,
le récit est une sorte de vecteur de l'expérience et de ses leçons, les moissons, les guerres, etc. Mais il y a toujours cette précession de l'expérience sur le récit. Le storytelling, depuis les années 90, inverse ce modèle-là. C'est le récit qui précède l'expérience, qui dicte l'expérience. Je cite des exemples dans le livre « Un déménagement chez Renault », où le storytelling joue le rôle, en fait, d'une sorte de pilotage des conduites à l'occasion d'un déménagement d'un atelier ou d'une section entière de l'entreprise. Donc tracer les expériences plutôt que les réfléchir. Voilà, j'arrête parce que c'est interminable. Merci comme beaucoup, analyse. beaucoup. Christian Salmon, merci. Merci aussi pour ces 3 petites conférences supplémentaires qu'on a eues en réponse aux questions. C'était très, très, très éclairant. Donc il me reste à vous remercier, à remercier beaucoup la Maison de la Poésie pour son accueil, remercier l'équipe technique aussi. Et puis, donc vous annoncez le programme des 4 prochaines séances. Le 27 mars à 19h, Vincent Message, qui est mon collègue comparatiste à l'Université Paris 8, recevra le romancier Éric Reinhardt. Le 10 avril, Gisèle Sapiro recevra Olivier Cadiot. Puis le 3 juin, c'est Emmanuel Bouju qui recevra un trio de choc, c'est-à-dire Nicole Caligaris, Noémie Lefebvre et Alban Lefranc. Et enfin, le 12 juin, on verra de nouveau Christian Salmon s'entretenir avec Hugues Jalon et Antoine Volodine. Voilà, et donc le programme est trouvable facilement sur Internet, sur divers sites, notamment celui de mon centre de recherche, le CRLC, sur Fabula aussi. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et donc bienvenue au verre qui nous attend, je suppose, juste en face là.